Bonsoir tout le monde, heureux de vous retrouver. Alors, dans la capsule de ce soir, nous allons aborder, toujours dans le grand chapitre de la production de l'ATP et son mode d'utilisation par le muscle squelettique strié. Donc, nous allons traiter dans cette capsule le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Bien évidemment, je vais zoomer et faire un agrandissement sur l'énoncé du problème scientifique. Je vais commencer par lire l'énoncé du problème. Je vous laisse le temps, bien évidemment, de le relire avant d'attaquer la résolution. Pour mettre en évidence le rôle du muscle squelettique dans la transformation d'énergie et le mécanisme de son renouvellement chez les sportifs, on propose d'étudier les données suivantes. Le muscle squelettique est constitué de deux types de fibres musculaires. Le tableau de document 1 donne quelques caractéristiques de ces deux types de fibres musculaires. Alors là, vous avez un tableau où c'est mentionné les caractéristiques pour les fibres de type 1 et pour les fibres de type 2. Remarque, le nombre de plus est proportionnel à l'importance de la propriété. Question. En utilisant les données du tableau du document 1, déduire la nature de la voie métabolique dominante chez chaque type de fibre musculaire. Pour établir la relation entre la nature de l'effort musculaire et le taux de chaque type de fibre qui intervient ou qui interviennent dans cet effort, le document 2 présente les résultats de mesure des taux de fibres 1 et 2 en fonction de l'effort musculaire chez des sportifs exerçant 4 spécialités sportives. Le document 3 présente la capacité énergétique du muscle en fonction des voies métaboliques intervenant en fonction de la durée de l'exercice sportif. Alors là, vous avez le document 2 et le document 3. Donc, il faut mieux les analyser tout en déterminant les axes d'ordonnées et l'axe des abscisses. Pour le document 2, on a la proportion des fibres musculaires en pourcentage en fonction des activités sportives. On a des coureurs de fond, des skieurs de fond, des skieurs de descente et des sprinteurs gymnastes. Alors pour le document 3, vous avez la puissance énergétique fournie par le muscle par joule par kilogramme de muscle en fonction bien évidemment de la durée d'exercice en minutes. On a la voie 1, anaérobie de la créatine phosphate. On a la voie anaérobie et la voie aérobie. En se basant sur les données de document 2, déterminer le type de fibre musculaire dominante chez les athlètes selon la nature de l'effort musculaire. En se basant sur le document 3, déterminer la voie ou les voies dominantes lors d'un exercice musculaire de durée inférieure à 60 secondes et d'un exercice de durée supérieure à 120 secondes.
En se basant sur les données précédentes, montrer que les voies métaboliques intervenant dans la régénération de l'ATP chez les athlètes dépendent de la durée et de l'intensité de l'effort musculaire. Le document 4 résume les principales réactions de la voie métabolique dominante chez l'athlète pratiquant la course rapide, c'est-à-dire correspondant à la voie 1, et chez l'athlète pratiquant la course de longue distance, c'est la voie 2. Alors là, vous avez le document 4 qui correspond à toute une série de réactions métaboliques. Faites très attention à la remarque. L'oxydation d'une molécule de NADH, H+, produit 3 ATP et l'oxydation d'une molécule de FADH2 produit 2 ATP. En se basant sur le document, calculer le bilan énergétique de la voie métabolique chez l'athlète pratiquant la course rapide et chez celui pratiquant la course de longue distance à partir de la consommation d'une molécule de glucose. Petit b, expliquer la différence observée à propos de la fatigabilité chez les deux types de fibres musculaires 1 et 2 représentés dans le tableau du document 1. Alors comme je vous ai dit, prenez le temps de relire l'énoncé du problème avant de revoir la résolution. Alors pour répondre à la première question, en utilisant les données du tableau du document 1, déduire la nature de la voie métabolique dominante chez chaque type de fibre musculaire. Alors là, vous avez encore une fois le tableau du document avec les données. Donc, il faut vraiment analyser chaque donnée qui va vous permettre, bien évidemment, de répondre à la question. Chez les fibres de type 1, la quantité d'hémoglobine fixant l'oxygène est très importante, ainsi que le nombre de mitochondries est élevé, donc la voie métabolique abondante est la voie aérobique, qui correspond bien évidemment à la respiration cellulaire. Pour les fibres musculaires de type 2, la faible quantité d'hémoglobine ainsi que le nombre de mitochondries très faible montrent que ces fibres musculaires font recours plutôt à une voie métabolique anaérobique. Il s'agit de la fermentation cellulaire. Alors pour la question numéro 2, en se basant sur les données du document 2, déterminer le type de fibre musculaire dominante chez les athlètes selon la nature de l'effort musculaire. Alors là, on va exploiter les données du document 2. Alors comme vous pouvez le remarquer, donc on a 4 coureurs qui exercent des activités différentes. Ce document 2 montre que les athlètes des sports de faible effort et de longue durée, courses de ski de longue distance, il y a dominance des fibres de type 1. On a 70% pour le coureur et 60% pour les skieurs. Alors que chez les athlètes pratiquant des sports d'effort intense et de courte durée, course rapide et ski à courte distance, ce sont les fibres de type 2 qui dominent. On trouve 65% chez les sprinteurs et 55% pour les skieurs de pente. Alors, question numéro 3, en se basant sur le document 3, déterminer la voie ou les voies dominantes lors d'un exercice musculaire de durée inférieure à 60 secondes et d'un exercice de durée supérieure à 120 secondes.
Alors là, vous avez le document numéro 3. Donc, il donne les puissances énergétiques fournies par le muscle, joules par kilogramme de muscle. On a 3 voies, comme vous pouvez le remarquer. Le document numéro 3 montre que pour un exercice musculaire de durée inférieure à 60 secondes, les voies métaboliques dominantes sont les voies anaérobiques de la phosphocréatine au début de l'exercice, puis en second lieu, la voie lactique. Pour un exercice musculaire de durée supérieure à 120 secondes, la voie métabolique dominante est la voie aérobique, qui correspond bien évidemment à la respiration cellulaire. Alors pour la question numéro 4, en se basant sur les données précédentes, montrer que les voies métaboliques interviennent dans la régénération de l'ATP chez les athlètes dépendent de la durée et de l'intensité de l'effort musculaire. Alors je vous laisse bien évidemment lire la réponse d'après le document précédent. On constate que alors pour la question numéro 5, en se basant sur le document calculer le bilan énergétique de la voie métabolique chez les athlètes. Alors vous pouvez bien évidemment lire la réponse petit a, calcul du bilan énergétique. Et pour la question petit b, expliquer la différence observée à propos de la fatigabilité. Donc voilà, pour le petit b, on explique la différence de fatigabilité chez les deux types de fibres par. Donc c'est à vous bien évidemment de relire la réponse. Alors voilà mes chers élèves, merci pour votre aimable attention. Donc je vous donne rendez-vous pour d'autres capsules de ce genre. Portez-vous bien, bonne préparation, à bientôt.